dansent les uns contre les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours seul. Mais ça tourne! Salut la compagnie! Désolé, mais depuis que nous avons visité les grottes de Lascaux et les abris de logerie basse en famille l'été dernier, je n'arrête pas de penser à nos ancêtres au Paléolithique qui dormaient les uns contre les autres et à qui il arrivait aussi parfois de se détester et de se déchirer, en particulier quand le partage n'était pas équitable. Comment ? Vous trouvez que je fais une petite fixation sur le partage ? Maintenant que vous me le dites, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'origine du mot symbole et du symbolon des Grecs. C'est vrai que je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo sur ces alliances qu'on tranche plutôt qu'on noue. Vous savez, celle où galette de pain azime, je vous avais raconté comment j'avais confondu l'expression karet berit, trancher une alliance en hébreu, avec l'expression charter party en anglais. C'est vrai ça. Qu'est-ce que j'ai donc avec le partage ? Mais enfin, j'y peux rien moi si ce concept est omniprésent. Il est partout. Regardez ce rectangle coupé en plusieurs morceaux de couleurs différentes. On le trouve partout à Lascaux. Eh bien, figurez-vous que c'est un symbole de partage. Comment je sais que c'est un symbole de partage ? Mais parce qu'il représente la Torah, pardi. Oui, vous avez bien entendu, la Torah, l'Ancien Testament. Pardon ? Quel rapport entre la Torah écrite il y a environ 3000 ans en Israël et le partage dans le Périgord il y a 20 000 ans ? Mais le rapport, mes enfants, il est linguistique ? Et oui, linguistique. Les peintures magnifiques de Lascaux ont interpellé de nombreux paléoanthropologues, mais jusqu'à présent, personne n'avait réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de dessins, mais aussi de sons et de mots. Et le mot fondamental au Paléolithique, c'est Torah ou Tara, si vous voulez. Ce symbole marque en fait le moment où nos ancêtres ont pris conscience du langage qu'ils employaient inconsciemment depuis des dizaines de milliers d'années. Vous avez du mal à me croire ? Ce ne sera pas la première fois. Allez, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de Tara et vous allez aussi comprendre pourquoi votre entreprise doit s'appuyer sur un système de gestion conçu pour partager et répartir la valeur au sein de son écosystème. À tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et depuis 2014, soit depuis plus de 8 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes organisations en leur expliquant que l'inertie, la bureaucratie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été en mesure de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque ? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier bien sûr les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaines que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi
à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Bon, comme toujours, pour comprendre la culture paléolithique, il faut repartir d'ici et maintenant. Car oui, même si nous ne nous en rendons pas compte, nous sommes toujours à l'âge de pierre, en particulier dans le monde de l'entreprise. Michel Berger l'avait d'ailleurs bien compris lorsqu'il a composé sa magnifique chanson « Le monde est stone ». Et une entreprise, donc, c'est d'abord et avant tout des hommes et des femmes qui coopèrent. Et une question cruciale pour les dirigeants, en particulier des grandes entreprises, est d'identifier la répartition optimale de leur personnel et plus généralement de leurs ressources au sein d'équipes, de groupes ou de divisions, afin de faciliter cette coopération. Voilà pourquoi, chaque année, on restructure, on coupe et on fusionne des équipes, voire parfois des divisions ou des filiales entières. Bien sûr, il n'y a pas que les équipes et les personnels qui doivent être partagés et bien répartis dans l'entreprise. Il y a aussi, voire surtout, la valeur ajoutée. Cette question du partage de la valeur ajoutée obsède les économistes et les politiques depuis des siècles. Mais on la retrouve à plus petite échelle dans chaque entreprise, dans ce qu'on appelle les plans d'intéressement ou plans de commissionnement que les dirigeants élaborent afin d'intéresser et de motiver leurs équipes, en particulier dans les fonctions commerciales. Et tous les dirigeants qui ont été un jour confrontés à l'élaboration d'un plan de commissionnement savent à quel point il est compliqué de trouver les bonnes formules permettant de calculer les commissions et les primes. Il faut bien sûr qu'elles soient incitatives, mais pas trop. Il faut surtout se méfier des effets pervers, comme par exemple les effets de seuil. Les hauts fonctionnaires du ministère des Finances rencontrent d'ailleurs exactement les mêmes problèmes pour élaborer les formules permettant de calculer nos impôts. Bref, comme vous pouvez l'imaginer, partager la valeur est très compliqué au quotidien. Que l'acte de couper et trancher soit tellement crucial en entreprise n'a en fait rien d'étonnant, car couper et trancher est très important pour les hominidés depuis des millions d'années. Encore aujourd'hui, une des premières choses que nous apprenons dès que nous savons lire et écrire est d'organiser et de regrouper nos idées au sein de parties et sous-parties, que ce soit dans le cadre de rédaction, de dissertation, de présentation professionnelle et même de vidéos YouTube. Je passe par exemple presque autant de temps à collecter mes idées en vrac qu'à les trier et les organiser dans mes projets de vidéos. Trouver les bonnes parties, les bons enchaînements est crucial pour rendre compréhensibles des sujets complexes. Voilà pourquoi composer un chant ou une rhapsodie, c'est comme accrocher ensemble des bouts de chant, comme dans une chaîne, char en hébreu, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur l'oralité. Et donc évidemment, on retrouve cet acte de trancher dans beaucoup de rituels d'alliance et d'engagement qui structurent la coopération. En particulier, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, verset 9, dans le fameux passage de l'alliance des parties, ou bien dans le livre de Jérémie, au chapitre 34, verset 18, ou bien sûr aussi chez les Grecs, chez qui jurer se disait horkia temnein, trancher un serment, et qui connaissaient aussi la pratique de passer entre les parties d'un animal qui avait été découpé en morceaux. Mais tout ceci n'est pas nouveau pour vous. Je vous en ai déjà largement parlé dans ma vidéo sur l'Alliance du partage. Ce qui est nouveau, c'est que vous allez voir que nous prononçons chaque jour, des milliers de fois, sans même nous en rendre compte, le mot archaïque qui signifiait le partage pour nos ancêtres au Paléolithique. Et ce mot, c'est Tara. Mais avant de plonger dans l'univers de Tara, permettez-moi de revenir quelques minutes sur le son Ra que nous avons étudié dans ma dernière vidéo.
Rappelez-vous, je vous y expliquais que ce son était probablement le plus archaïque d'entre tous, car on le retrouvait dans tous les champs sémantiques ayant trait à la communication, que ce soit celui de la perception, de l'émission, du médium, de la séparation spatiale ou temporelle, et bien sûr, du partage. C'était une longue vidéo que je croyais exhaustive, mais je suis quand même passé à côté de plusieurs éléments très importants. Tout d'abord, j'aurais dû vous préciser que le suffixe « re » était très utilisé dans les langues indo-européennes pour désigner les termes de parenté. Sœur, frère, mère, père, que l'on retrouve aussi en latin, pater et mater. En fait, dans ces langues, le suffixe « re » est lié au concept des hommes, vir en latin, aria dans les langues indo-iraniennes, et d'où provient le nom de l'Iran. Dans ces langues, un homme, c'est un être qui parle. Ensuite, je vous avais parlé de ruot, d'où vient notre ruée en français, qui exprime l'idée d'un mouvement violent, ou même le rut des animaux. Mais j'avais omis de vous mentionner uro, qui signifie brûler, mais surtout réor, que nous allons retrouver dans quelques instants, et qui signifie penser. Une pensée, c'est quelque chose qui jaillit de nulle part. Et pour revenir sur le suffixe re, on le retrouve en anglais dans les comparatifs, par exemple more, re, better, re, qui exprime cette idée de puissance. Et ce qui est intéressant avec l'anglais, c'est que les superlatifs, eux, prennent une forme en ste. Par exemple, most, best. Et l'on retrouve ici nos trois sons fondamentaux, ra, cha, ta, avec lesquels j'ai décidé de commencer mon cours de linguistique paléolithique. Et vous allez voir qu'on les retrouve très souvent ensemble, ces trois compères. Mais ce n'est pas tout. J'avais complètement omis de vous mentionner Urus, l'auroch, l'ancêtre de notre taureau, cet animal symbole de puissance par excellence que nos ancêtres dessinaient déjà il y a 20 000 ans à Lascaux. Un comble pour un expert du paléolithique. Et enfin, je ne vous ai pas parlé de hieros en grec, qui signifie le divin, le surnaturel, le sacré, et que l'on retrouve par exemple dans les mots hiéroglyphe, hiérarchie, ou même dans le prénom Jérôme, Géronimo, qui signifie littéralement le nom divin. Mais à l'origine, en particulier dans l'œuvre d'Homère, hieros, ça n'est pas le divin, c'est le rapide, le puissant. Bref, tous ces termes nous ramènent à la puissance du son qui jaillit, tout comme celle de l'amour, l'éros, que rien n'arrête. Mais le plus grave, c'est que je suis passé complètement à côté d'une culture très importante pour comprendre les origines du langage au paléolithique. Cette culture, c'est celle de l'Égypte antique. Oui, vous m'avez bien entendu, l'Égypte antique. Bon, j'avais bien identifié que le dieu Ra était attaché au soleil, symbole d'une puissance jaillissante, que les Égyptiens représentaient avec des rayons sous forme de traits. Mais j'aurais dû creuser beaucoup plus les hiéroglyphes, car figurez-vous que le son Ra était représenté sous la forme d'une bouche avec un trait. On retrouve là exactement
un même ensemble sémantique regroupant le trait, le rayé et la puissance du son. Et en plus, non seulement ce hiéroglyphe signifie la bouche ou l'ouverture, mais il signifie aussi une part. C'est quand même dingue, non? Vous ne trouvez pas? En tout cas, moi ça m'impressionne. Bref, le hiéroglyphe signifiant le dieu du soleil Ra s'écrit en combinant ce hiéroglyphe du son Ra avec un soleil et une main qui donne cette même main qu'on retrouve parfois dessinée au bout des rayons du soleil. Et on retrouve donc le son Ra dans de nombreux mots égyptiens exprimant l'idée de grandeur et de puissance comme ver, qui s'écrit avec un oiseau au-dessus d'une bouche, ou la montée, l'apparition et la disparition. Exactement le même type de rapport sémantique entre hieros chez les Grecs et orior chez les Latins, qui signifie l'origine, l'Orient, là où le soleil apparaît. Bon, avec quelques petites explications, ça ira mieux. Ça, c'est le son Ra. Donc on a notre bouche ici, notre trait. Ici, c'est le dieu Ra. Et ici, c'est ver, qui signifie le chef, la grandeur. Un autre hiéroglyphe fondamental maintenant, c'est Iri, qui a la forme d'un œil. Rappelez-vous, Ra en hébreu ou Orao en grec. Notre œil ressemble beaucoup à la bouche du son Ra, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne signifie pas voir, mais faire, agir, concevoir. L'œil se dit iret, avec notre œil ici, notre trait et un petit pain pour exprimer le son ta, sur lequel on reviendra bientôt. Et pour revenir sur Iri, ce hiéroglyphe exprime que chez les Égyptiens, dont la culture était écrite depuis des millénaires, faire, agir, concevoir était d'abord quelque chose de visuel. On retrouve cette idée dans le hiéroglyphe Yur, qui signifie concevoir, en particulier un enfant, ou surtout Iru, qui signifie un créateur, une forme ou un rituel, avec un oiseau ici, hop, hop. Iru, le rituel. Et rappelez-vous, le rituel, c'est toujours une bonne forme. Je vous en ai longuement parlé l'année dernière. Le son Ra, on le retrouve aussi dans Rek, qui signifie une ère, une période de temps. Rek, l'ère. On le retrouve aussi pour le lion, roux. Le lion ou loi, rat. Le lion et l'oie étant deux animaux qui font beaucoup de bruit. Enfin, pour terminer et revenir à notre sujet du jour, à savoir couper et trancher, un couteau se dit iri.
iri, un couteau. Et surtout, 2/3 se dit rouille. Et s'écrit avec une bouche et 2 traits qui ont interpellé de nombreux spécialistes des hiéroglyphes. 2/3. Bref, si vous avez vu ma dernière vidéo, on retrouve exactement les mêmes champs sémantiques associés au son Ra en égyptien antique, en hébreu, en grec et en latin. Et cette même polysémie du trait comme symbole du son, de la lumière et du partage. Mais ce rapprochement avec l'égyptien antique est encore plus intéressant qu'il n'y paraît. Car, comme vous le verrez dans cette vidéo et les suivantes, il n'y a en fait qu'avec le son Ra que ce rapprochement sémantique est aussi flagrant. Et ceci est donc un indicateur fort de l'archaïsme du son Ra qui remonte, selon moi, avant même l'émergence de notre espèce, Homo sapiens, et que partageaient probablement nos cousins disparus, l'homme de Néandertal et Homo heidelbergensis. Mais on reviendra bientôt sur ces questions de chronologie. En tout cas, Roger Lécureux et André Chiré étaient bien inspirés quand ils donnèrent le nom de Rahan à leur héros, le fils des âges farouches. Ra-an, Rou-ar. Bon, maintenant que ces oublis sont corrigés, il est temps que je tienne la promesse que je vous avais faite dans ma vidéo de Pâques 2022 sur l'alliance du partage. Vous vous rappelez, j'avais fait le rapprochement entre Bérit, l'alliance en hébreu, et Bétar, la partie. Et je vous avais promis que nous reviendrions sur le son Tara au cœur de la coopération et du partage. Et bien voilà, nous y sommes 1 an plus tard. Bon, j'ai déjà tenu une partie de cette promesse dans ma dernière vidéo sur le son Ra. Mais Ra, ça n'est qu'une pièce du puzzle. Une pièce très importante, un peu comme un des 4 coins d'un puzzle à partir duquel on reconstruit les bords, puis l'intérieur du puzzle, mais une pièce quand même. Et il est temps que je vous révèle le sens caché de la Torah, du mot Tara, qui est probablement un des bords les plus importants de ce puzzle qu'est le langage humain. Car ce mot Tara a une importance fondamentale dans la culture humaine, tout du moins celle des grandes civilisations de l'Antiquité, en partant de l'Égypte à Rome, et en passant par le Levant, l'Arabie, la Mésopotamie, l'Inde, l'Iran, et la Grèce. Mais avant de nous intéresser à Tara, faisons d'abord le tour de Rata, obtenu en inversant l'ordre des sons Ta et Ra, ce qu'on appelle une métathèse en linguistique. La métathèse, c'est fondamental en linguistique paléolithique. C'est assez déroutant au début, et j'y étais pour ma part confronté la première fois au printemps 2021, alors que je réalisais que dans la Torah, le mot agneau s'écrivait à la fois keves, par exemple au Lévitique, dans le chapitre 34, verset 32, mais aussi kesev, 3 versets plus loin, en inversant les sons bava et le son chat. Ça m'a pris la tête pendant des mois, car à l'époque, pour moi, comme pour vous, j'imagine aujourd'hui, la séquence des lettres avait son importance, en particulier dans un texte comme la Bible où la place de chaque lettre est censée être très importante. Et il m'a donc fallu près d'1 an pour comprendre que ce que je prenais pour un bug linguistique était en fait la preuve que l'ordre des lettres était en fait bien moins important que le choix de ces lettres et de ces sons. Et cette prise de conscience en a entraîné une autre. Le sens des mots résulte en fait de la combinaison du sens archaïque de chaque son ou lettre, sens que notre espèce a progressivement oublié au néolithique, en particulier avec l'apparition de l'écriture. Et pour démarrer ce petit tour de Rata, rien de mieux que de commencer par Zarathustra, ou plutôt par les Gathas, ces poèmes que ce prophète majeur, cette star,
a composé dans l'actuel Iran il y a plus de 3000 ans. Dans les gathas, on rencontre souvent Asha et Arta qui semblent être utilisés indifféremment pour signifier l'existence, la vérité ou le chemin juste. Pour que vous compreniez ce dont je parle, je vais vous lire un court extrait du premier chant. Ô justesse, ô pensée juste, je vous chanterai des louanges qu'à ce jour personne n'a chanté. Puis je les offrirai à Mazda Ahura et à ceux qui ont atteint le pouvoir de maîtrise de soi et franchi le royaume de la sérénité. Répondez à mon appel. Moi qui ai accordé mon âme à la pensée juste, je sais que les actions accomplies pour Ahura Mazda seront récompensées. Ainsi, aussi longtemps que j'en aurai la volonté et le pouvoir, j'enseignerai aux autres à poursuivre sur le chemin de la justesse. Et vous n'avez rien remarqué quand je vous ai parlé d'Asha et Arta? Mais enfin, on retrouve là encore nos trois consonnes archaïques, nos trois compères, les sons Sha, Ra et Ta, par lesquels j'ai décidé de commencer mon cours de linguistique paléolithique. Décidément, bon, c'est pas grave. À part Arta, le chemin juste, il y a aussi Rété, le filet, dont je vous expliquais dans ma dernière vidéo qu'il était lié au rare et au rayé. Mais il y a surtout Rétos, la parole, la chose dite. Bon, là vous allez me dire, c'est facile, Rétos, ça vient de héros avec un suffixe tos, dont on a déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mais vous n'avez qu'à moitié raison, mais on reviendra bientôt sur ces suffixes. Mais pour revenir au latin, les deux mots en rata les plus importants, ce sont ritus et rota. Ritus, on l'a déjà vu dans ma vidéo sur la bonne forme et les rituels. Ritus, pour la faire courte, c'est l'usage, la coutume, la manière, la procédure. Bref, la bonne forme, comme Arta chez Zarathustra. Erota, c'est la roue qui tourne, que ce soit celle du char ou du potier, mais dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. En attendant, il y a aussi l'aorte, du grec aorté. Cette artère qui est comme une route dans le corps, ou la trachée qui transperce le haut du corps, ou aussi les arêtes qui tranchent le corps du poisson et parfois aussi notre gorge. Mais en français, il y a surtout la route qui, comme ritus ou arta, exprime l'idée de bon chemin, de bonne trace. Trace par-dessus laquelle on peut dépasser et faire une rature, un raté. Mais revenons donc à Tara, beaucoup plus fréquent que Rata. En restant dans ce champ sémantique lié à l'idée de tracé, il y a tout d'abord la trame. Ces fils qui sont perpendiculaires à la chaîne en couture. Rappelez-vous, char, la chaîne en hébreu. Tiens, chaîne et trame, chat et tara, encore nos trois compères, décidément. Mais il y a surtout le roi, le préfixe trans. Qu'on retrouve dans de très nombreux mots en français et qui signifie au-delà, à travers. On retrouve
trans aussi comme suffixe dans de nombreux mots très importants liés à cette idée de traverser, comme les préfixes intro, d'où vient entrer, rétro, intra, extra, ultra. Ensuite, un point très important, c'est que les mots en tara ou rata sont souvent polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont un grand nombre de sens différents selon le contexte. Et le patron de la polysémie, c'est tirer, dont l'étymologie semble provenir du latin trao, et qui a 47 sens différents d'après Wiktionary. Il y a aussi les mots, bien sûr, trait, qui a 33 sens différents, train ou traîner, qui ont 14 sens différents, et enfin, trace, provenant du latin traere, et qui a 10 sens différents. Traere, qui est probablement apparenté au grec treko, qui signifie se déplacer, courir, bref, laisser une trace. Cette polysémie est fondamentale. Elle est la trace d'une utilisation archaïque du mot tara, ce mot s'étant chargé de plus en plus de sens différents avec les millénaires. Dit autrement, une règle en linguistique paléolithique, c'est que plus un mot a de sens différents, plus il est archaïque. À noter enfin, pour terminer sur ce champ sémantique du trait contraste, qu'en anglais, on a les mots threshold, qui signifie le seuil qu'on franchit, et trail, qui est lui aussi polysémique et qui signifie à la fois une trace, la route, le chemin ou tirer. Quant à l'égyptien, la récolte dans ce champ sémantique est assez maigre, mais elle est importante avec route, qui signifie aussi la porte, le seuil. Maintenant que vous percevez un peu mieux le sens de Tara et Rata, revenons à la Torah et plus particulièrement à la symbolique de l'animal qu'on tranche, qu'on retrouve incarné dans Bérith, l'alliance, et la métathèse, Bétar, la partie. Nous avons déjà aussi rencontré Yoter, qui signifie plus. De Yoter provient le nom de Yitro, le beau-père de Moïse, qui fut son protecteur, son Yéter dans le désert, comme l'écrit l'Exode au chapitre 4, verset 18. Mais Yéter, c'est surtout le surplus. Cette fameuse manne qu'il ne fallait pas stocker et dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur l'abondance et la révolution néolithique. Tiens, d'ailleurs, vous vous rappelez dans cette vidéo, je vous avais dit que Saturne était probablement une trace des anciennes cultures d'Europe, avant leur supposé grand remplacement par les Indo-Européens il y a 5000 ans. Vous ne remarquez rien? Sa, ta, ra. Encore nos trois compères, nos trois consonnes archaïques, cha, ta, ra. Mais bon, c'est probablement aussi farfelu que de rapprocher Chronos et Zirchon. Bref, Yéter et Bétar sont donc rattachés à la symbolique du partage. Mais il y a aussi Vatar, ce qui reste et qui est abandonné. Notar, ce qui reste aussi, et surtout Moutar.
particulièrement important dans la tradition juive et qui signifie à la fois ce qui reste et ce qui est permis, autorisé. Moutar, c'est l'idée que la répartition et même la comestibilité des parties d'un animal ne se fait jamais par hasard, il y a toujours une logique. C'est ce qui explique que certaines parties peuvent être impropres à la consommation alors qu'elles proviennent pourtant d'un animal tué rituellement. Ce lien entre partage, répartition et comestibilité de la carcasse d'un animal n'a rien de spécifiquement juif, on le retrouve dans de nombreuses cultures. Dans son livre majeur, La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss revient sur les prohibitions alimentaires observées chez les Bushmen d'Afrique du Sud. Je vous lis. Tout gibier tué à l'arc est prohibé, soksha, jusqu'à ce que le chef en ait consommé un morceau. L'interdiction ne s'applique pas au foie, que les chasseurs mangent sur place, mais qui demeure en toutes circonstances socha pour les femmes. En plus de ces règles générales, il existe des sochas permanents pour certaines catégories fonctionnelles ou sociales. Ainsi, l'épouse du chasseur peut seulement manger la viande et la graisse superficielle du train arrière, les entrailles et les pattes. Ces morceaux constituent la portion réservée aux femmes et aux enfants. Les adolescents mâles ont droit à la paroi abdominale, aux rognons, aux organes génitaux et aux mamelles. Le chasseur, à l'épaule et aux côtes, prélevée sur une moitié de l'animal. La part du chef consiste en une tranche épaisse de chaque quartier et de chaque filet et une côtelette prélevée sur chaque côté. On retrouve donc Tara et Rata à la fois dans les mots exprimant le sens de tracer et à la fois dans les mots exprimant celui de partage. En fait, bien sûr, le sens originel de Tara et Rata, c'est trancher. On le retrouve évidemment dans court, qui provient de curtus, qui signifie circoncis et tranché, et qui a son parfait parallèle avec karet en hébreu, qui signifie aussi tranché. Un mot très important en latin, c'est aussi cortex, l'écorce. C'est un mot très important, mais pas pour les raisons que vous pensez. On y reviendra dans ma prochaine vidéo. Par métathèse, on retrouve les mêmes consonnes de karet et curtus dans tranche, tronqué, le tronc, ce qui est tranché. On les retrouve aussi dans truc. Un truc, c'est une chose par excellence puisqu'elle se tranche et on échange des trucs en faisant du troc. En parlant d'échange et de commerce, il y a aussi la tare, qui est une diminution ou une perte de valeur. Enfin, il y a aussi en droit le terme et les termes du contrat qui délimite le contrat dans sa durée, mais aussi dans ses concepts. Et il y a aussi dans le contrat la table des matières. La matière, c'est comme la chair, c'est ce qui se coupe. Ah sinon, vous vous souvenez de Réor, cette pensée qui jaillit, dont je vous parlais il y a quelques minutes dans mon erratum? Il donne ratus, ce qui est pensé, réglé, ratifié. Et surtout, ratio, qui signifie à la fois le calcul, une méthode, la raison, un champ, et que nous avons conservé en français pour exprimer une proportion. Mais qui dit trancher dit forcément mesurer, métron en grec. D'où vient notre mètre. Et litra, d'où vient notre litre, pour mesurer les volumes. Et qui dit mesurer, dit compter les parties,
en commençant par deux, l'une et l'autre, qui provient du latin alter et du grec hétéros. Hétéro, c'est l'autre. Je reviendrai plus longuement dans ma prochaine vidéo sur ces suffixes latins en terre, mais je peux déjà citer uter, qui signifie l'un des deux, et d'où provient notre expression en outre. Il y a aussi entre et contre, qui proviennent du latin inter, inter et contra. On le retrouve cette idée de séparation en deux parties. Mais quand on coupe, on ne coupe pas uniquement en deux, bien évidemment. On coupe aussi en trois pour faire des tiers. On coupe aussi en quatre pour faire des quarts, avec une belle métathèse ici entre le R et le T. En grec, le mot 4 se dit tessares, mais la forme originelle était probablement tétares, d'où provient notre préfixe tétra. Le nombre de mots qui ont tri ou tétra comme préfixe est très important. Mais il y en a parmi eux un qui est beaucoup plus important que les autres, c'est la tribu, que l'on retrouve dans de nombreux termes liés au partage, tels que attribuer, distribuer, ou le tribut, avec un T. La tribu, c'est le corps social qui est partagé dans le cadre du partage de la chasse, mais pas forcément en trois, contrairement à ce que tout le monde pense. Si les mots 3, tri, 4, tétra sont si fréquents et importants, ce n'est pas pour les quantités qu'ils représentent ou qu'ils signifient, ni même parce qu'ils représentent des symboles chrétiens de la Trinité ou de la croix, mais parce qu'ils incarnent le symbole du partage. Mais pour qu'une carcasse puisse être tranchée, encore faut-il qu'elle soit grosse. Voilà pourquoi trancher est lié au concept d'abondance et à celui de la multitude. En français, on a les adverbes très et trop, dont dérivent la troupe et le troupeau. Qui contiennent un grand nombre d'individus. Il y a aussi en arabe un adverbe très important, c'est ketir, qui signifie beaucoup. Ketir, 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 beaucoup, 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 et dont dérive le prénom kautar, qui signifie l'abondance. Ketir est très intéressant, car en arabe, kitr ou quatre signifie la bosse du dromadaire. Alors qu'en hébreu, keter signifie la couronne, le chapiteau ou le verbe entourer. Serait-il possible que keter, la couronne en hébreu, ait un rapport avec cette partie de choix dans le dromadaire qui est la bosse pleine de graisse et que l'on tranche, carrette? N'allons pas trop vite en besogne, mais gardons ça sous le coude quand même. En attendant, on peut noter aussi en égyptien, bien sûr, Iteru, le Nil.
le Nil, Iteru. Ce fleuve symbole de l'abondance et de la richesse à l'origine de la civilisation égyptienne et que certains rapprochent à tort de Yéhor, le fleuve en hébreu, ou la rivière. Yéhor, c'est Ra, dans le sens de ce qui coule. J'ai d'ailleurs aussi oublié de vous le mentionner dans ma dernière vidéo. Iteru, c'est l'abondance, Tara. Le mot égyptien terre signifie d'ailleurs la saison, l'époque. Terre, saison. Et il est probablement lié à l'abondance provoquée par les crues du Nil plutôt qu'au partage. Et en fait, comme vous commencez à le comprendre, l'hébreu est bien moins proche de l'égyptien qu'il ne l'est du latin et du grec. Mais nous reviendrons bientôt sur cette proximité relative entre l'égyptien, l'hébreu, le grec et le latin, lourde de conséquences pour nos connaissances sur le néolithique et surtout sur le paléolithique. Mais revenons à notre carcasse. À force de la trancher, on finit par la triturer, c'est-à-dire à l'éparpiller en morceaux. Ce qu'on retrouve en hébreu avec le verbe tartar. Triturer vient de tero en latin, verbe très important qu'on retrouve dans détritus, détriment, trier. Tero, c'est frotter la peau. Tergum en latin, qui veut aussi dire le dos, et qu'on retrouve dans le verbe tergeo, qui signifie aussi frotter, nettoyer, et qu'on retrouve dans notre détergent. L'équivalent grec de tero, c'est teiro. Frotter. Mais on retrouve aussi ce sens dans le verbe trogo, qui signifie ronger. Ou même en français avec les rats et les termites qui rongent. Mais on le retrouve surtout dans tribo, qui signifie aussi frotter, et d'où dérive selon moi le mot travail, à l'étymologie très discutée. Car oui, frotter la peau occupait une part très importante du temps de nos ancêtres, en particulier en Europe à la fin du dernier âge glaciaire. Frotter la peau au paléolithique, c'était fondamental, car avec les peaux, on confectionnait des abris, des vêtements et des contenants souples. Mais pour cela, il fallait que les peaux soient nickel, qu'elles brillent. Voilà pourquoi travailler, ça fatigue. Tired en anglais, tardus en latin. C'est parce que travailler, c'est trimer à frotter depuis au moins 40 000 ans. À force de frotter, il arrive parfois qu'on fasse des trous. Du grec, trupa. Ou trumer,
qui signifie d'ailleurs aussi épuisé, trimé. Et là, c'est terrible, de tereo en latin. Ou tréo en grec, qui signifie avoir peur. Ben oui, parce qu'une peau trouée, déjà, c'est pas beau, mais surtout, ça laisse passer le froid et la pluie. Mais surtout, une peau trouée, c'est terrible car cela rappelle une blessure, un trauma. Du grec, trauma. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous faisiez une égratignure. La vue du trou dans votre intégrité physique vous terrifiait et vous faisait tomber en larmes. Tears en anglais. C'était bien triste. Et au Paléolithique, on se trouait souvent la peau en taillant des silex. Mais j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Parfois même, c'était le crâne qu'on trouait avec la trépanation dont la pratique est attestée depuis presque 10 000 ans. Oui, un trou, une antre, ça fait trembler. Du latin trémo et du grec trémo aussi. Ce qu'on retrouve aussi en hébreu avec ratat. Et rata, avec un raïn. Qui signifie aussi trembler, être effrayé. Et avec rata, avec le ra du chaud, qui signifie enrager ou faire bouillir. Ou rata, qui signifie au contraire être indulgent. Le tyran, tyrannos, c'est celui qui gouverne en faisant peur, en étant truculent, du latin trux, qui signifie sauvage, farouche en latin. Enfin, en anglais, on retrouve le sens du trou dans de nombreux mots en tara, comme through, drill, throw, thread ou thrill. En égyptien, on ne trouve ce sens que dans seret, qui signifie une épine. Seret, épine. Mais comme vous pouvez le constater, la récolte est encore assez maigre sur ce front. Bon, on approche de la fin de cette vidéo et je ne peux décemment pas terminer sur cette note sombre de la terreur du trou. Je vais vous parler de la jolie petite tourterelle. Mais avant cela, quel est d'après vous l'animal par excellence qui était tranché et partagé au Paléolithique? Le oui, le taureau, c'est ça, qui vient du grec tavros, et qui se dit aussi tord en hébreu. En tout cas, dans les livres d'Esdras et de Daniel, car le taureau se dit aussi shor, encore nos trois compères, charata, qui nous jouent des tours.
On peut dire que le taureau est le symbole par excellence de la période qui s'écoule du Paléolithique supérieur jusqu'au Néolithique, que ce soit Çatalhöyük en Turquie ou en Crète avec le Minotaure. Ce symbole était bien sûr lié à la puissance, on l'a vu avec Urus, le roc, mais aussi, voire surtout au fait que c'était l'animal que l'on partageait. À tel point que dans les grottes de Lascaux, le taureau est représenté partout, alors que nous savons que ce n'était pas l'animal le plus chassé à cette époque. L'animal le plus chassé, c'était le renne. Le renne, c'est vrai, Tarandos, on le partageait aussi. Comment? Il y a aussi Tragos, le bouc? Non, Tragos, le bouc, c'est plutôt rattaché à frotter, mais avec une connotation, comment dire, fortement sexuelle. Les frottements entre les femmes et les boucs aux phéromones et à la sexualité débordante ont toujours inquiété les hommes du néolithique. Mais bon, revenons au paléolithique et passons maintenant en revue les animaux qui ne se partageaient pas, ou plutôt les animaux dont le partage se faisait à l'unité plutôt qu'au kilo. Il y a d'abord la truite, ce poisson qu'on pêchait dans la vallée de la Vézère, cette Jérusalem de la préhistoire. Mais surtout, il y a le tétras et la tourterelle. Et le tétras. Cette jolie petite tourterelle. On dit souvent que le mot tourterelle a une origine onomatopéistique en référence au bruit que ferait la tourterelle. Tour, 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 tour. Mais comment dire? Invoquer l'argument de l'onomatopée en linguistique paléolithique, ça n'est ni plus ni moins que de la paresse intellectuelle. Et c'est surtout insultant pour nos ancêtres dont les capacités linguistiques dépassaient largement l'imitation. Surtout que bien souvent, l'onomatopée en question n'a rien d'évident. J'aurais très bien pu faire lou, 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 ou rou, 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 et vous n'auriez vu que du feu. Bref, non, le mot tourterelle n'est pas une onomatopée. Nous en avons d'ailleurs un indice très fort. En hébreu, tourterelle se dit tor, aussi. Mon intuition est que la tourterelle fut au Paléolithique un symbole de la fidélité et du couple, à un moment où se consolidait et se cristallisait cette institution sociale fondamentale. Car beaucoup ne le savent pas, mais les tourterelles vivent en général en couple toute leur vie et pondent leurs œufs 2 par 2. Cette idée des tourterelles inséparables et les fidèles, on la retrouve dans l'alliance des parties, dans la Genèse et dans le Lévitique. Les tourterelles qui étaient offertes en sacrifice pouvaient en effet être tranchées, mais les parties ne devaient pas être séparées. C'est peut-être aussi pour ça que la colombe, l'autre colombidée, dont fait partie la tourterelle, et qui est offert avec la tourterelle dans le passage de l'alliance des parties, est devenue un symbole de fidélité et de paix suite au déluge dans l'histoire de Noé, et aussi un symbole de l'Esprit Saint lors du passage du baptême du Christ dans les eaux du Jourdain. Les tourterelles et les colombes, c'est un beau symbole pour terminer cette première partie du cours sur la Torah, du cours sur le son Tara. Et il est temps pour moi à présent de sonner le chauffard. Rappelez-vous, Tarat, Tashrat, Tarat. Bon, maintenant que vous avez une meilleure vision de cette question du partage paléolithique et dans le langage que nous employons au quotidien, vous vous dites certainement, comme d'habitude, ok, mais concrètement, qu'est-ce que cela implique pour mon entreprise? Mais ma parole, vous n'avez toujours pas compris? Bon,
J'ai commencé cette vidéo en vous expliquant combien il était difficile de faire coopérer vos collaborateurs, que pour cela, il fallait essentiellement découper et répartir deux choses. Tout d'abord, les hommes, les femmes, et plus généralement les ressources au sein de groupes et de sous-groupes, mais aussi et surtout la valeur, en prenant comme exemple les plans d'intéressement et de commissionnement. Mais dans un monde où la créativité, l'innovation, l'agilité se trouvent de plus en plus à l'extérieur de l'entreprise, il est crucial que votre entreprise dispose des leviers lui permettant de catalyser la coopération avec ses partenaires. Et là, c'est une autre paire de manches. C'est sur ce constat que j'ai commencé à développer Coopérons il y a bientôt 10 ans. Mon rêve était alors, à l'époque, de permettre à chacun et chacune de contribuer au succès économique de chaque entreprise, de la plus petite à la plus grande. Et c'est pour réaliser cette utopie que j'en suis venu à construire le premier système de gestion décentralisé au monde, dont l'objectif était initialement de gérer la coopération et la répartition des flux de valeur, non seulement entre un client et ses prestataires, mais entre ses prestataires et leurs partenaires commerciaux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire que mon entreprise utilise un système de gestion qui permette à mes prestataires de payer des commissions à leurs partenaires commerciaux ? Vous pensez certainement que votre entreprise n'a que faire de ces vils sujets d'apport d'affaires ou de commission. Eh bien, vous avez tort. Votre entreprise, en particulier si elle est importante, a tout intérêt à contribuer au développement et à la consolidation la plus rapide possible d'expertise et de talent. Elle en aura cruellement besoin dans les années à venir, alors que les soubresauts géopolitiques imposeront une réorganisation des chaînes de valeur. Or, le frein ou le moteur du développement de ces expertises, c'est la difficulté ou la facilité qu'ont tous les entrepreneurs à trouver leurs premiers clients. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, moi qui me tape la tête contre les murs depuis bientôt 10 ans. Voilà pourquoi votre entreprise a tout intérêt à se doter d'un système de gestion décentralisé. D'abord parce qu'il vous permettra de fluidifier les échanges avec vos partenaires, mais aussi parce qu'il accélérera le développement de ces expertises dont votre entreprise a aujourd'hui besoin. Ça vous fait peur? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova, afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans la prise en main du premier système de gestion conçu comme un espace de partage et de coopération. Alors, je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez dans votre entreprise au quotidien. Au-delà du plaisir que j'ai à partager cette découverte anthropologique majeure, mon principal objectif reste de pouvoir contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.